Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer. Cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube. Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature ni conflit d'intérêts. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention et pas non plus d'oligarques ni russes ni nomades pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix. Et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout. Et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce. Cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Et pour le Zoom du jour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Joëlle Guillaume. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes agrégée de lettres classiques, vous avez été enseignante quelques années et puis vous êtes devenue auteure en vous spécialisant dans les portraits historiques. Et aujourd'hui, on vient présenter votre dernier ouvrage, Le Grand Siècle au féminin, femmes de foi, de culture et de gouvernement. Rien que ça, tout un programme. Alors, vous dites que ce livre, c'est dans votre introduction, l'une des premières phrases, que c'est le fruit d'une intuition ancienne qui est liée à votre fréquentation de l'âge d'or de la civilisation française, c'est-à-dire au XVIIe siècle, selon vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette intuition qui vous a poussé à écrire ce livre et à choisir ces figures? Elle date de mes études littéraires. J'avais rencontré au cours de mes études la marquise de Rambouillet, qui est un des personnages du livre, et j'avais trouvé qu'il y avait une élégance intellectuelle, une présence, un rayonnement qui était intéressant. Je m'étais un peu plus plongée là-dedans, dans cette époque, et la marquise de Rambouillet, c'est la première moitié du siècle, donc l'époque Louis XIII, la régence d'Anne d'Autriche, voilà, Louis XIV, c'est la deuxième partie. Et je m'étais dit que c'était un siècle où il y avait des femmes d'exception qui avaient eu un vrai rayonnement. Bon, puis j'avais un petit peu oublié ça pendant un certain nombre d'années. Et lorsque j'ai replongé dans cette époque, en publiant notamment il y a quelques années une biographie historique de Saint Vincent de Paul, Vincent de Paul, un saint au grand siècle, eh bien, j'ai retrouvé ces femmes, notamment dans l'ordre de la charité, mais aussi de la culture. Et je me suis dit quand même, c'est extraordinaire. Elles méritent d'être présentées parce que ce grand moment de civilisation, on parle du grand siècle, on voit surtout derrière le grand siècle l'époque Louis XIV, mais c'est tout le siècle. Hein. Bien sûr. Ce grand siècle classique que j'aime, qui correspond à mon type de formation, à la beauté de la langue, l'équilibre humain. C'est l'époque qu'on apprenait jadis de l'honnête homme. Eh bien, l'honnête homme n'aurait pas été cet idéal de vie en collectivité, en communauté, n'aurait pas été ce qu'il a été sans
le rôle des femmes. Mais justement, au cours de ce siècle que vous avez choisi, dans lequel vous illustrez, que vous illustrez avec ces portraits, ce siècle qui est un théâtre éclatant, hein, de conversation, de théâtre, de littérature, comme vous venez de le souligner, il y a quelques grandes figures de femmes qui vont jouer un rôle majeur, et dans tous les domaines, spiritualité, littérature et politique, bien entendu. De quelle façon, selon vous, est-ce qu'elles ont marqué le siècle de leur empreinte ? En étant de grandes âmes. C'est-à-dire que, vous savez, l'historien Daniel Robbs avait désigné le siècle, le grand siècle, comme le grand siècle des âmes, l'historien du XXe siècle. Et je pense que, c'est vrai des hommes, bien sûr, il y a de très grandes figures, mais je pense que les femmes ont été d'une qualité d'être qui a été à l'origine de leur rayonnement. Et surtout, une attention à l'autre. Vous savez, on ne peut pas être le grand siècle de la conversation sans faire attention à autrui. L'âge de la conversation, c'est le titre d'un livre de Benedetta Craveri que j'ai beaucoup aimé en préparant ce travail. L'âge de la conversation a demandé beaucoup d'attention à l'autre, beaucoup de capacité de mettre autrui en valeur. Ça a été vraiment on peut dire la perspective de la marquise de Rambouillet, qui n'a pas écrit une ligne elle-même, mais qui a mis en valeur pendant 30 ans tout ce qui comptait en France, entre 1618 et 1648. Donc en fait, je pense que c'est cette qualité d'être, cette ouverture à l'autre, on peut dire ce raffinement personnel aussi, qui était mis au service d'autrui, qui n'était pas gardé jalousement et qui a effectivement donné le ton à l'époque. Et le début de la psychologie aussi des femmes et de cette analyse et de leur rôle. Avant de se lancer dans de façon un peu plus approfondie dans les personnages que vous avez choisis, j'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que votre but en publiant cet ouvrage, c'est aussi de parler de la condition féminine pendant ce grand siècle? Alors non, je vous répondrai très tranquillement. Et je le dis dès l'introduction, en disant il en sera forcément un peu question chemin faisant, parce qu'on ne peut pas parler des femmes dans ce siècle sans aborder leurs conditions. Mais mon but n'était pas du tout celui-là. Mon but était de montrer, enfin plus exactement de transmettre l'intuition dont je vous ai parlé au départ, à savoir que ce siècle doit énormément à l'influence, au rayonnement de femmes d'élite qui, au fond, lui ont donné sa marque intellectuelle, spirituelle, voilà. Donc, bien sûr qu'il est question, chemin faisant, de la condition féminine, mais c'est pas ça le but. Et en particulier, je dis aussi, dès mon introduction, que le but n'est pas d'opposer génie masculin et génie féminin. Ce qui fait le charme incroyable de cette époque, c'est cette amitié, justement, cette amitié sociale entre les hommes et les femmes, où en fait, il y a une complémentarité spontanée. C'est pas une rivalité, ils sont véritablement chacun apportant leur air de flûte dans le concert. Alors, on va s'attaquer à la première partie de cet ouvrage, c'est-à-dire aux femmes de foi. Et on le sait, ce XVIIe siècle fut l'occasion d'un grand élan spirituel. Et quelle meilleure illustration pourrait-on choisir que ce portrait de Marie Guyard que vous faites, Marie de l'Incarnation, qui était donc une Ursuline qui est partie en tant que missionnaire au Canada et qui a été canonisée récemment en 2014. En quoi est-ce que cette personnalité, dans ce siècle-là, est incontournable selon vous ? D'abord parce qu'elle est immense, si vous voulez. C'est une grande mystique, c'est une personnalité pour le Québec qui représente véritablement un sommet. Et en même temps, une grande mystique et une femme d'action. Elle a été les deux. Elle a été, vous savez, courir l'aventure des océans, c'est-à-dire partir pour ce qu'on appelait la Nouvelle-France à l'époque. Ça n'était déjà pas donné à tout le monde du point de vue masculin, mais pour les femmes, c'était une grande première. Personne n'avait jamais fait ça. Elle est partie avec quelques autres religieuses. Et finalement, pour aller porter... Alors, c'était une mystique, donc quand elle parlait de Dieu, elle parlait de son cher amour. Pour aller porter l'amour du Christ, dont elle se sentait très proche en tant que mystique, au-delà des mers, aux Indiens de la Nouvelle-France. Alors, c'est une figure incontournable parce qu'elle a eu des émules ensuite, parce qu'elle a franchi ce pas extraordinaire, parce qu'elle a beaucoup écrit.
elle-même. Alors une correspondance. Beaucoup avec son fils, avec qui son devient fils, prêtre, bien. Voilà, bien sûr. qui est devenu bénédictin, et qu'elle laissait derrière elle le cœur brisé un peu. Bon, elle avait perdu son mari, donc il n'avait plus son père. Enfin, c'était encore un tout jeune homme. Alors, correspondance avec son fils, avec d'autres religieuses de sa congrégation, les Ursulines à Tours notamment. Et finalement, elle correspond aussi avec beaucoup de personnages importants de l'époque. Et elle est connue de toutes les autorités de la Nouvelle-France qui se fient à son jugement, qui l'écoutent. Et puis, elle fait l'éducation des petites filles sauvages avec un S majuscule. Hein. C'était vraiment comme on désignait les Hurons, les Iroquois, etc. Les sauvages, c'était l'ensemble. Et avec beaucoup d'amour, beaucoup de pédagogie. Donc finalement, à travers Mère Marie de l'Incarnation, née Marie Guyard, nous avons une ouverture sur ces liens, cet élan d'abord extraordinaire vers la Nouvelle-France qui a marqué la première moitié du XVIIe siècle. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on dit même qu'elle a posé les jalons de l'enseignement au Québec aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, tout le monde se souvient encore d'elle. Et d'ailleurs, avec, effectivement, comme vous le soulignez, une délicatesse sans doute rare pour l'époque, puisqu'elle laissait les sauvages que vous avez précités aller retourner courir dans les bois, parce qu'elles avaient ce besoin de vie. Et c'est bien ça, exactement. Elle disait qu'on ne pouvait pas les contraindre, sinon ça les rendait, elle n'employait pas le terme neurasthénique, mais c'était l'idée. Et donc il fallait les laisser libres. Et à un moment, dans la période de Louis XIV, elle est morte elle en 1672, mais une dizaine d'années plus tôt, Louis XIV a souhaité que l'on francise l'éducation des petites filles sauvages. Et elle a dit que c'était impossible. Il fallait les respecter pour ce qu'elles étaient. Alors, elle les évangélisait, mais justement en respectant leur propre personne. Étape par étape. Alors, dans le grand siècle de la littérature, évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette figure féminine qui est assez traditionnellement connue. Dans les écoles, on parle encore d'elle, on parle de ses lettres notamment. Je parle évidemment de Madame de Sévigné, la marquise. Elle est assez familière, du coup, même encore à notre époque. Mais la connaît-on vraiment ? Ben non, justement, parce que c'est une chose qui m'a frappée aussi. On cite toujours les quelques lettres, les quelques extraits qui sont bien. Notamment celle où elle raconte l'aventure de Vatel, qui, je pense, est étudiée universellement en France. Tout à fait. Il y a aussi l'histoire du mariage de la grande mademoiselle avec Lauzun, la nouvelle la plus extraordinaire, etc. Bon. Et c'est vrai que ce sont des morceaux de bravoure. Mais vous savez, il y a quand même 3 tomes dans la Pléiade de correspondance. Hein, donc il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Alors, il y a aussi des lettres d'affaires, enfin, parce qu'elle gère ses biens. Après son veuvage, elle n'a pas souhaité se remarier et elle s'occupe elle-même de ses affaires, très aidée par un de ses oncles. Enfin, voilà. Mais malgré tout, il y a ça. Mais c'est une correspondance très éclairante sur le temps, sur son époque. Alors tout ça est adressé à sa fille, qui est la grande passion de sa vie, passion même excessive, dévorante. Bon, mais si vous voulez, quand on lit ces lettres aujourd'hui, c'est très révélateur de l'esprit du temps. Il y a des portraits parfois un peu au vitriol, un peu piquants de ceux qui l'entourent, mais en même temps elle a beaucoup de pénétration psychologique. C'est une femme intelligente, c'est une femme, comme on disait à l'époque, qui sait son monde, qui connaît un peu les êtres et les choses, et qui nous fait partager ça. Alors c'était pas destiné à la publication, hein, c'est une indiscrétion de la postérité, mais le côté à la fois très prime-sautier et en même temps profond de ces lettres est pour nous extrêmement intéressant et révélateur. Le portrait social qu'elle laisse est assez immense, effectivement. Un autre personnage qui est assez marquant, dont d'ailleurs sa princesse de Clèves et la princesse de Montpensier ont été adaptées à l'écran, il s'agit de Madame de Lafayette, qui est considérée, elle, comme la première auteure de romans d'analyse psychologique des sentiments de l'amour et de la femme aussi, des personnages en général. Est-ce que son œuvre peut être considérée comme avant-gardiste pour l'époque ? Oui, parce qu'effectivement, la princesse de Clèves, alors elle a écrit d'autres nouvelles avant, mais la princesse de Clèves, c'est vraiment le premier roman d'analyse français. Donc après, elle a eu beaucoup de postérité, mais c'est tout de même nouveau. Il y a le fait de la nouvelle, parce que dans la première moitié du siècle, on écrit des romans interminables.
Madeleine de Scudéry, dont je fais le portrait, et qui est très intéressante. Elle a une sorte de... Alors pour le coup, elle, de féminisme tendre, bon. Mais c'est une romancière prolifique. Nous ne pouvons plus lire ça aujourd'hui. En revanche, dans la deuxième moitié du siècle, eh bien, l'avènement, on peut dire, de la nouvelle doit beaucoup à Madame de La Fayette. Alors, c'est une personnalité, vous voyez, très différente de la marquise de Sévigné. Elles étaient amies très proches. Oui, elles s'entendaient très bien. Mais elles ont en commun quand même d'avoir donné une empreinte forte à leur époque, d'avoir écrit avec beaucoup de liberté. Elle pouvait signer son œuvre à l'époque déjà? Alors, non, justement. Alors, c'est pas qu'elle ne pouvait pas signer, mais d'ailleurs, nous avons du mal aujourd'hui à comprendre. C'est plutôt sa stature que sa condition féminine qui lui imposait de ne pas signer. Oui, c'est ça, c'était le statut social. Parce que vous voyez, le duc de La Rochefoucauld n'a pas signé ses maximes non plus. Lui non plus. C'est-à-dire qu'ils estimaient, les grands personnages qui taquinaient la plume, estimaient qu'ils seraient ravalés au rang d'artisans de l'écriture, de tâcherons, s'ils se présentaient comme tels. Donc, pour ne pas déchoir, on ne signait pas. Ce n'est pas le problème des femmes. On se dit souvent, Madeleine de Scudéry, alors son frère aîné, Georges de Scudéry, a toujours été considéré comme le co-auteur, quelquefois même l'auteur de livres qu'en réalité Madeleine a écrit. Ça, ça a été déterminé après. Là, peut-être qu'il y a eu un peu de captation de la part du dit Georges, qui n'est pas extrêmement sympathique. Bon, oui. C'était un des premiers membres de l'Académie française. Il était assez content de lui. La marquise de Rambouillet, qui le recevait chez elle, le trouvait insupportable. Bon, mais enfin, comme elle était parfaitement courtoise, elle le recevait quand même. Même à l'époque. Mais il prétendait avoir formé sa sœur, ce qui n'est peut-être pas impossible, mais en tout cas, elle a dépassé. Elle a pris son essor et son élan. Et vous voyez, elle écrit un roman interminable en plusieurs, comme on les aimait à l'époque, entre 1654 et 1660, qui s'appelle La Clélie. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que La Clélie, c'est le plus grand succès de librairie du XVIIe siècle. Il me semble que ça fait plusieurs milliers de pages, oui, d'ailleurs. Oui, tout à fait. De quasiment 10 000. Voilà, exactement, c'est autour de 10 000. Et si on compare, madame, est-ce que cette comparaison, elle vous choque? Un siècle et demi après Madame de La Fayette, on pourrait presque dire que son art s'exporte et arrive et donne une Jane Austen, quoi. C'est amusant que vous me posiez cette question parce que le titre de mon chapitre sur sur Madame de La Fayette a été, je ne me souviens plus du début, mais j'ai dit après, entre raison et sentiment. Oui, il y a eu quand même une réminiscence au moment où... Il y a une petite influence quand même qui touche jusqu'à l'Angleterre. On ne peut pas parler donc bien sûr du grand siècle sans évoquer la politique. Et pourtant, est-ce que Femmes et politique, ce n'est pas un assemblage qui est complètement incongru pour l'époque? Alors, si on l'imagine selon nos canons modernes, oui, c'est incongru, puisque la politique, d'abord, c'est le roi, et ensuite, c'est là, pour le coup, le domaine exclusif des hommes à l'époque. Mais il y a plusieurs choses, il y a des circonstances. Il y a eu la Fronde. Et la Fronde, une historienne a pu le dire, ça a été une guerre de femmes. Elles ont les fameuses Amazones de la Fronde. Et je fais le portrait de la duchesse de Longueville parce que c'est celle que j'aime le mieux, qui est une personnalité très entière, révoltée en même temps, qui sent son monde s'écrouler. Parce que à la Fronde, c'est quand même le moment où les prérogatives de la noblesse, voilà, c'est un point de bascule. Richelieu a mis en place les prémices de la monarchie administrative, qui va trouver tout son éclat sous Louis XIV. Donc, en fait, la Fronde est une période où les passions, à la fois politiques et amoureuses, se déchaînent. Et là, on peut dire que les femmes sont à leur affaire, parce que... elles sentent qu'un monde meurt, un monde où elles étaient les reines. Et c'est là, si vous voulez, où dans la première moitié du siècle, l'esprit héroïque, chevaleresque, où tout le monde veut agir comme dans le roman de l'Astrée, d'Honoré d'Urfé, où la femme est magnifiée, finalement, cette époque est en train de se non pas de se clore définitivement, mais enfin, une page se tourne quand même. Et elles le sentent. Les mentalités sont différentes. Donc, d'une certaine façon, il y a un effort pour ne pas perdre ce monde-là. Cela dit, la Fronde a charrié beaucoup de passions funestes, beaucoup de sang, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'égoïsme, d'esprit de brigue, enfin bon. Mais... il y a eu de grandes figures. Alors, quelqu'un comme la duchesse de Longueville est parfaitement révélatrice parce qu'elle y est allée avec toutes ses passions personnelles, mais des passions nobles.
Alors, il y a évidemment une autre figure qui est absolument exceptionnelle dans cette époque, c'est Anne d'Autriche et quel destin que le sien. Oui, alors je dois vous dire que j'ai une tendresse particulière pour Anne d'Autriche. J'ai failli choisir Madame de Maintenon. Comment? J'ai failli choisir Madame de Maintenon aussi. Non, elle est très intéressante, oui, Madame de Maintenon. C'est un destin hors norme. Mais Anne d'Autriche gagne à être davantage connue. En fait, je trouve que c'est l'illustration de ce que peut donner un être à qui l'on donne des responsabilités et qui cherche de tout son cœur à les assumer et du coup se grandit à travers elle. C'est un mystère pour personne que le couple de Louis XIII et d'Anne d'Autriche ne marchait pas bien. Un peu compliqué. Ils ne se comprenaient pas bien. Ils se sont aimés quand même quelques années, mais bon, c'était très difficile. Il commence mal à 14 ans. Oui. Marie de Médicis les fait coucher précipitamment ensemble après leur mariage. Ils ont 14 ans tous les deux. Louis XIII n'était manifestement pas prêt pour ça et ça le traumatise. Bon, enfin bref, c'est pas une bonne expérience. Et de surcroît, Anne d'Autriche restait attachée à son Espagne natale. Se réjouissait des victoires espagnoles dans la guerre de 30 ans, ce qui ne faisait pas plaisir à Louis XIII. Et elle a été un petit peu dans la confidence de tous les complots contre Richelieu à l'époque. Donc, son mari ne l'estimait pas au plan politique. Et il avait Richelieu, il n'y a pas besoin d'Anne d'Autriche. Donc, elle était un peu en marge de tout ça. Louis XIII meurt. Et le petit Louis XIV est dans sa minorité. Vous savez que les rois de France avaient leur majorité à 13 ans, mais là, ils s'en font encore de quelques années, puisqu'il est né en 1638. Et la passion d'Anne d'Autriche va être de se donner pleinement à cette régence pour que le roi, monsieur mon fils, comme elle disait, donc le roi, monsieur son fils, puisse prendre les rênes du royaume dans un royaume apaisé, en état de marche. Alors elle va affronter la Fronde, la haine de son ministre Mazarin, qui avait été mis en place par Richelieu et accepté par Louis XIII avant sa mort, hein. Mais que la France n'admet pas, et notamment la noblesse, parce qu'il est rusé, il est étranger, il aime l'argent, il manque de sens de la gloire, enfin, etc. Et les calomnies sur Anne d'Autriche et Mazarin ne vont pas tarder. Alors, dans mon portrait, je fais la part des choses. Je ne suis pas sûre qu'on ait eu raison de prétendre tenir la chandelle dans des relations qui n'ont peut-être pas été ce qu'on en a dit. Pour conclure cet entretien, Marie-Joëlle Guillaume, on ne peut pas passer à côté du fait que vous laissez une jolie place dans ce livre à Corneille, Racine, Molière, bien sûr, qui offre un foisonnement de portraits de femmes, eux aussi, même si ce ne sont pas des femmes eux-mêmes, bien entendu, de ces femmes du grand siècle. Est-ce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut considérer qu'elles nous sont familières encore aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, j'ai eu cette intuition de me dire, après ces portraits de femmes, il y a aussi ma formation littéraire, si vous voulez, ça m'a fait plaisir. J'aimerais bien montrer en quoi les personnages féminins du théâtre classique, quand on pense à Corneille, vous avez évidemment Chimène dans le Cid, mais vous avez Émilie dans Cinna, vous avez Camille et Sabine dans Horace, vous avez Pauline dans Polyeucte, etc. Bon, pour Racine, bien sûr, on parlera d'Hermione, de Phèdre, d'Andromaque, etc. Et je me suis dit que, comme l'époque était passionnée de théâtre, que tout le monde allait au théâtre, les gens du peuple étaient au parterre, les cordons bleus, enfin ceux qui portaient le cordon du Saint-Esprit étaient dans les loges, mais tout le monde allait au théâtre. Et le siècle entier vit aussi en représentation. Et le théâtre est lui-même une conversation. Donc c'était tellement le reflet de l'époque que je me suis dit il y a quelque chose à creuser dans ces personnages féminins. Eh bien, je vous avoue qu'en creusant cela, alors que je croyais les connaître, mais je les connaissais comme héroïnes du théâtre classique, je me suis rendu compte de toutes les correspondances avec le temps. La séparation de Tite et Bérénice, c'est à l'image de Louis XIV qui doit se séparer de Marie Mancini. Dans la pièce d'Horace, quand Sabine fait toute une tirade sur Rome, qu'on la force à aimer alors qu'elle aime son pays d'origine, ce sont les tourments d'Anne d'Autriche. Et tout ça, les contemporains le sentaient. Donc je me suis dit que c'était une manière de montrer, de même dans Cinna, Émilie c'est la duchesse de Chevreuse. Donc c'est une manière de montrer aussi une autre face
du siècle. Et puis alors il y a Molière qui le fait sous le mode comique, mais bon, voilà. Oui, 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 bien entendu. D'ailleurs, les pièces étaient même réimportées à l'intérieur des salons, puisque la noblesse s'amusait à les rejouer tous ensemble. Ah, oui, tout à fait. Tout à Et ça, c'est très intéressant. Et bien, en tout cas, ce que l'on peut dire à la fin de cet entretien, c'est que aussi, grâce à vous, on emporte une petite part de ce grand siècle qui nous permet de remettre les pieds un petit peu dans ces femmes qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Je rappelle votre ouvrage, Le grand siècle au féminin, femmes de foi, de culture et de gouvernement. C'est aux éditions Perrin et vous pourrez le retrouver sur la boutique de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Quant à moi, je vous dis à très vite sur TV Liberté.